Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. On a parlé des maillots Adidas 2024, on a parlé des maillots Nike 2024 récemment sur la chaîne, il est évidemment temps de parler des maillots de Puma 2024. Et je trouve que c'est un sujet qui est d'autant plus intéressant parce que les maillots de Puma, ils soulèvent plus d'interrogations je trouve que les maillots Nike et les maillots Adidas. Alors la vidéo va se découper en plusieurs parties comme d'habitude, on va d'abord parler de l'histoire de Puma, ensuite on va parler des maillots de 2024 et je vais vous donner mon avis. Mais avant ça, surtout deux choses, pensez à vous abonner à la chaîne pour les agrandir, c'est hyper important. Et puis surtout, comme d'habitude, si vous voulez vous faire plaisir et soutenir la chaîne, il y a des liens affiliés sur les sites de maillots officiels en description avec des petits codes promo, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors, on en a déjà parlé dans la vidéo 50 anecdotes et peut-être que vous le savez déjà personnellement, mais Puma a été créé par le frère d'Adi Dassler qui a créé Adidas, Rudolf Dassler, en 1948. Avant la Seconde Guerre mondiale, les frères fabriquaient des chaussures comme 99% des marques, mais un conflit après la guerre les a poussés à se séparer et à créer chacun leur propre marque. Alors au fil du temps, Puma continue de grandir en parallèle d'Adidas, même si la marque grandit quand même moins vite que sa grande sœur. Encore un rappel, c'est à Adidas qu'on doit l'apparition des crampons vissés, et cette petite innovation a permis à Adidas justement de garder un temps d'avance sur Puma tout au long de l'histoire. Mais malgré ce léger retard en termes de popularité, Puma a su toujours rester au contact d'Adidas puis de Nike qui arrivait bien plus tard mais qui a chamboulé l'univers du football. Aujourd'hui, Puma, Adidas et Nike forment ce que j'appelle le Big Three et elles se partagent les plus gros contrats des maillots, que ce soit en club ou en sélection. On note aussi que chez Puma, ce qui est important, c'est la fidélité. Ils sont notamment fidèles à l'équipe d'Autriche, mais aussi à la sélection de Tchéquie depuis sa création dans les années 90, mais ils font également preuve d'une fidélité sans faille à l'égard du football africain, Puma fabriquant le maillot de nombreuses sélections africaines depuis de longues années. Le gros point commun que Puma a avec Adidas et Nike, c'est d'avoir su sponsoriser des légendes du sport au-delà du football, comme par exemple Usain Bolt ou Serena Williams. Et son autre force, on en avait parlé dans les vidéos sur Nike, mais aussi sur Adidas, c'est de s'être fait une place dans la culture populaire. Et ça, c'est hyper important. Par exemple, et ça va parler aux gens de ma génération, mais aussi aux plus jeunes qui ont passé des heures devant la télé, est-ce que vous avez remarqué que la marque Puma a sponsorisé la série Malcolm? Tout au long de la série, il y a plein de zooms qui sont faits sur les vêtements des gamins et ils portent tous soit des chaussures, soit des t-shirts Puma. Pareil, encore une rêve pour les gens de ma génération, mais je sais pas si vous vous souvenez, à une époque, Puma avait même fait une collab dans le monde de l'automobile. Il me semble qu'ils avaient fait une collab avec Ferrari et du coup, on voyait plein d'adolescents au début des années 2000 avec des Pumas rouges aux pieds. C'est des Pumas qui sont aujourd'hui hyper démodés, mais ça a vraiment permis à la marque de s'ancrer dans la culture populaire. Comme beaucoup de marques, Puma voit son logo évoluer au fil du temps, mais malgré ça, elle trouve son identité assez tôt, dès 1974. Depuis cette année-là, la typo du logo, mais aussi le logo en lui-même sont restés les mêmes. Je l'ai souvent évoqué en vidéo, mais ce qui fait la grande force de Puma par rapport aux autres marques, pour le meilleur comme pour le pire, c'est sa créativité et sa quête d'innovation. Jusque dans les années 2000, les maillots Puma évoluent de façon assez traditionnelle avec des looks qui suivent leur époque. Et en 2002, la marque lance le maillot sans manches du Cameroun, un maillot qu'on connaît tous, puisqu'il a fait polémique parce qu'à l'époque, la FIFA voulait poser pour la première fois les patchs de la Coupe du Monde sur les manches. Et ça tombait mal justement de faire tomber les manches d'un maillot. C'est pour cette raison d'ailleurs que si vous regardez les photos, le Cameroun a dû poser des manches de fortune noires sur son maillot sans manches. En 2004, ils ont de nouveau fait scandale en sortant un onesie, une combi uni maillot short pour le Cameroun encore une fois. Cette combi avec un zip sera suspendue par la FIFA et ça vaudra même une amende et un retrait de points au Cameroun. En 2006, Puma a lancé ce que j'aime surnommer les maillots de papier. C'était vraiment les maillots de match ultime, les maillots qui étaient vraiment voués à être portés une seule fois et c'est tout. Même s'ils sont pas hyper respirants, les maillots étaient ultra légers, tous les éléments étaient thermocollés, que ce soit les logos ou les coutures, ce qui fait qu'ils étaient ultra fragiles, le moindre petit lavage pouvait tout décoller. Dans l'ensemble, ça donnait des maillots qui avaient un certain style mais qui étaient quand même assez peu confortables puisqu'ils n'étaient pas respirants et que ça se plaquait sur le corps des joueurs. En 2008, Puma conserve les coutures thermocollées des maillots de 2006 mais ils améliorent leur technologie. Cette fois-ci, ils font des maillots double couche qui sont inspirés des maillots Climacool lancés par Adidas en 2002. Et donc en 2008, les maillots affichent un intérieur mesh et aussi un filet en maille en guise de couche supérieure. En 2010, un peu à l'image d'Adidas, Puma se lance aussi dans les maillots stretch. Même si les maillots créés par Puma pour la Coupe du Monde 2010 sont quand même plus confortables que les maillots Tech Fit d'Adidas. Il n'y a pas grand chose à signaler d'un point de vue technologique en 2012, mais en 2014, Puma lance l'apparition des bandes en grippe silicone à l'intérieur du maillot. En fait, ils ont créé des maillots ultra stretch et à l'intérieur, ils ont collé des bandes en silicone qui sont censées adhérer à la peau des joueurs pour leur offrir un meilleur confort et une meilleure mobilité. En vrai, tout ça, c'était un peu de la flûte, ça a créé des maillots qui étaient surtout très gênants, j'en ai eu moi-même dans ma collection à une époque, et comme Adidas à l'époque de TechFit qui avait été obligé de faire des versions 4Motion pour les joueurs qui n'aimaient pas les maillots stretch, et bah la Puma, ils ont aussi été obligés de faire des versions un petit peu plus loose, un petit peu plus évasées pour les joueurs qui n'aimaient pas les maillots stretch. Les bandes en silicone, elles sont reprises en 2016 et en 2018,
Puma reste dans la veine des maillots stretch, mais cette fois-ci avec des maillots qui passent du tout au tout et qui sont super confortables. Ils font des maillots un peu en lycra, un peu en élastane, qui sont vraiment très très doux, qui avaient par contre un design un peu robotique, un peu atypique, qui n'était pas forcément esthétique, et surtout avec les logos thermocollés, ça donnait des réplicas qui ressemblaient pas beaucoup aux maillots qui étaient portés en match par les joueurs. Pour l'Euro 2020, Puma fait passer la technologie au second plan pour se concentrer vraiment sur les designs. Vous voyez un exemple derrière moi avec le maillot 2020-2021 du PSV Eindhoven par exemple. Il lance une gamme que les Anglais appellent Crafted by Culture, qui veut en gros dire designé par la culture, et qui reprend des motifs propres à la culture locale pour les intégrer au maillot. Pour moi, c'était une telle réussite que si les maillots extérieurs de l'Euro 2020 avaient bien été ceux qui avaient été annoncés en 2020, Puma aurait été la meilleure marque de l'Euro. Sauf que vous vous souvenez, en début de vidéo, j'ai dit que Puma était une marque qui aimait innover pour le meilleur comme pour le pire. Et en 2021, juste avant l'Euro, Puma a fait l'unanimité contre elle quasiment en lançant des maillots extérieurs qui ont remplacé ceux qui étaient prévus. Des maillots sur lesquels le nom de l'équipe apparaissait en toutes lettres et venait remplacer le logo. Alors avec le temps et avec le recul, je trouve quand même que sur certains maillots de club, ça marchait, notamment le maillot extérieur du Milan AC. Mais par contre, sur les maillots de sélection, cette innovation, c'était vraiment n'importe quoi. En 2022, Puma a lancé la technologie Ultra Weave qui a remis au goût du jour les fameux maillots de papier. Les maillots comme ça, j'en porte un actuellement avec le maillot extérieur de Manchester City saison 2022-2023 en version pro. Là encore, on se retrouve face au même problème qu'en 2006. Les maillots sont certes un peu moins fragiles, mais ils sont toujours pas respirants et sont vraiment faits pour être portés que sur un seul match et c'est tout. 2022 toujours, sur le plan des designs, la marque Puma a encore fait parler d'elle en sortant des maillots extérieurs avec un look ultra bizarre. Les maillots avaient un espace spécifique pour accueillir le numéro au milieu du maillot, mais ils affichaient des designs vraiment très étranges. Personnellement, moi je les trouvais vraiment laids. Je crois que je préférais même les maillots extérieurs de l'Euro en 2021 avec le nom des équipes dessus. C'est ultra dommage parce que les maillots extérieurs étaient infâmes, mais les maillots domicile de la Coupe du Monde 2022, je les trouvais tous super beaux. On en vient donc à 2024 et aux maillots du prochain Euro. Alors, les maillots, ils ont un col rond épais qui se coupe en haut des clavicules et une bordure épaisse au bout des manches. Sur les flancs, on a des emplacements qui ressemblent un peu à ce que fait Adidas, mais avec un poil plus de discrétion. Il y a aussi un trait qui est posé sur les flancs de chaque côté. Bon, ça fait pas trop sens, mais ça se voit pas trop, donc ça passe. Mais là où les maillots prennent sens, c'est qu'ils ont la signature Puma, la patte Puma, à savoir un imprimé propre à chaque sélection pour avoir un rendu personnalisé. Mais du coup, qu'est-ce que je pense de ces maillots-là? Alors j'ai lu de la part d'un abonné qui commande souvent et que je salue, que les maillots lui rappelaient les maillots de 2002. Moi personnellement, j'ai pas trouvé de ressemblance avec les maillots de la Coupe du Monde 2002. En revanche, je trouve un peu des vibes de 2006, encore une fois, avec le col rond et les imprimés. Mais ce qui me travaille un peu avec ces maillots, et je le disais en début de vidéo, c'est que pour une des rares fois avec Puma, je suis mitigé par rapport au maillot. Généralement, avec Puma, moi, c'est soit j'adore, soit je déteste. Et pas nécessairement d'une année à l'autre, ça peut être au sein de la même collection, je vais adorer le maillot domicile et détester le maillot extérieur, par exemple. Là, je trouve que les maillots sont assez bof. Ils me laissent indifférent en fait. Et justement, peut-être qu'en ça, ils peuvent rappeler les maillots de 2002 qui étaient assez neutres. Mais les maillots Puma de cette année, par exemple, l'ensemble des couleurs va être assez cool, mais je trouve que les maillots sont vraiment oubliables. De temps en temps, on va avoir un imprimé cool, mais sur d'autres maillots, comme celui de la Serbie par exemple, si on enlève le logo de la Serbie, on a l'impression de voir un maillot de la République tchèque. Et je trouve ça assez dérangeant de la part d'une marque qui est connue justement pour la personnalisation ultime de ses maillots. C'est pas que je les trouve catastrophiques, c'est juste que je les trouve moyens en fait. En 2022, je l'avais déjà dit, pour moi Puma, ils ont fabriqué deux des plus beaux maillots domicile de la compétition avec le maillot du Sénégal et le maillot du Maroc. Et en parallèle, j'ai détesté tous les maillots away qui avaient été sortis par Puma pour la Coupe du Monde. Là, j'en aime aucun et j'en déteste aucun. Là où d'habitude avec Puma, j'ai toujours un avis tranché, cette fois-ci, je suis neutre. Je trouve que pour une fois, Puma a pas osé. Et c'est pas dans leur habitude en fait. Malgré un peu de personnalisation, les maillots font assez neutre dans leur look. Et même si j'apprécie les motifs imprimés, du moins l'idée, j'ai un peu du mal avec les designs et les templates. Alors, il faudra évidemment voir les maillots portés en match parce que souvent c'est là que la différence se fait, on l'a vu notamment avec les maillots de la France. Et avant de vous quitter, je vais vous donner mon top 5 all-time des maillots Puma. Parce que Puma, mine de rien, ça a commencé à devenir une marque assez osée quand j'ai commencé à vraiment suivre le foot. Alors dans mon top 5 all-time, il est dans le désordre, on retrouve évidemment le maillot du Stade Malherbe-Caen 92. Ce maillot-là, il est resté mythique pour tous les supporters du Stade Malherbe puisque c'est le maillot qui a été porté pour les seuls matchs de Coupe d'Europe qu'on a disputés dans notre histoire et il a été conservé 2 saisons avec des sponsors différents. On avait eu un maillot Puma assez sympa pour la première année au Stade d'Ornano l'année suivante avec un design plus sobre, moins brillant, mais si je dois en garder qu'un des deux, c'est forcément celui de 92. Ensuite, il y a le trio des maillots de l'Italie à l'Euro 2020. Et quand je dis trio, j'entends bien le trio de 2020, c'est-à-dire le maillot bleu,
le maillot vert, mais aussi le maillot blanc qui était prévu à la base et pas celui avec le nom de l'équipe dessus. Les designs, les motifs un peu renaissance comme ça, je trouve que ça marche super bien. En plus, le petit col, les couleurs, franchement, tout marchait. Le flocage était vraiment très très beau. Il venait sublimer les maillots là comme ça en doré. C'était vraiment ultra réussi. Ensuite, dans mon top 5 all-time de chez Puma, il y a le maillot extérieur du Ghana 2010. Bon, les maillots Puma de 2010, en général, ils sont beaux, mais ils prennent toujours la même recette, notamment pour le football africain, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un pattern et vont le décliner en personnalisant avec un motif. Et évidemment, les couleurs utilisées pour la plupart des maillots africains font toujours ressortir les designs. Mais là, on a un petit truc en plus. Le Ghana joue en blanc et noir à domicile, donc forcément, c'est difficile de faire un maillot vraiment vibrant avec ces couleurs-là. Par contre, sur le maillot extérieur rouge et jaune, là, on a tout. Et puis c'est un maillot qui est resté mythique puisque le Ghana aurait dû aller en demi-finale de cette Coupe du Monde. Et je trouve qu'en fait le design avec les bandes, ça fait vraiment ressortir le modèle Puma 2010. Ensuite, et là c'est une Madeleine de Proust, le maillot de la Côte d'Ivoire 2006. Ce maillot orange, je l'ai trop badé quand il est sorti quand j'étais petit. Et ça fait partie des rares maillots que je recherche encore. J'aimerais bien avoir un maillot de match préparé ou porté, peu importe, ou même un stock pro. Puma 2006 Côte d'Ivoire orange. Ce maillot pour moi il avait tout avec l'éléphant, un petit peu comme le maillot extérieur du Ghana 2010, il reprend la recette Puma mais il apporte un petit truc en plus. Alors en plus c'était la première Coupe du Monde de la Côte d'Ivoire, c'était le maillot de Drogba, moi j'étais un adorateur de Drogba à l'époque, et puis surtout le flocage un petit peu en italique comme ça, le nouveau look, franchement il s'inscrivait trop dans la veine de la Coupe du Monde 2006, je le kiffais trop, je me rappelle avoir regardé la CAN en janvier-février 2006 et avoir vu ce maillot et avoir flashé dessus, et ça fait partie des rares maillots que j'ai jamais acheté, même à l'époque où j'achetais des réplicas. Et enfin, dernier maillot de mon top 5 all-time de Puma, et le maillot de City domicile 2022-2023. Là, vous me voyez porter le maillot extérieur. Je l'ai gardé dans ma collecte parce qu'il me rappelle beaucoup de souvenirs. Je l'avais acheté lors d'un séjour à Paris au magasin Puma, il y avait une promo. Mais clairement, le maillot domicile 2022-2023, dès qu'il est sorti, je l'ai trouvé incroyable. Le rappel Bordeaux aux couleurs historiques de City, puisque c'est une couleur qui était portée déjà dans les années 70. Le col rond un peu vintage, les logos centrés, franchement, je trouve que ce maillot, c'est un vrai bijou. Et c'est le dernier vraiment maillot Puma qui m'a subjugué quand je l'ai vu. Certains vont peut-être le trouver trop simple, mais moi je le trouvais magnifique et je trouve qu'avec le maillot extérieur, il forme un super combo. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai rappelé un peu de souvenirs et j'espère surtout que vous avez kiffé m'entendre parler des maillots Puma et en apprendre peut-être un peu sur l'histoire de Puma. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez des maillots 2024 de Puma et à me dire votre maillot Puma préféré all time, je serais curieux de savoir. Encore une fois, pensez à vous abonner, la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos, le pouce bleu pour aider la vidéo à grandir et nous on se retrouve très vite pour reparler de maillot. Ciao!